salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic à la française. Et ceux qui en parlent mieux, ce sont les étrangers, non? Mattelé. La fibre patriotique s'exprime parfois avec les pieds, les chaussettes Perrin sont 100% françaises. Les tissus de cette entreprise familiale habillent les plus belles maisons depuis plus de 80 ans et il y a une raison à cela, son directeur artistique Patrick Fray. La comédienne Aurélie Vanek nous fait découvrir Marseille et nous apprend pourquoi ici la vie est plus belle. Pour le dire avec des mots, on peut le graver dans la peau façon tatouage ou l'écrire avec un bracelet de l'atelier Paulin. Ça fait moins mal, c'est original et artisanal. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Créé en 2008, Smallable est un site de e-commerce dédié à l'univers de 0-16 ans. Il a pour ambition de devenir la référence internationale des bébés jusqu'aux ados. Smallable propose une one-stop shop expérience aux parents allant de la mode à la décoration en passant par les jouets. Le site apporte également un magazine en ligne bimensuel ainsi que l'ouverture d'un concept store rue du Cherche-Midi. Pour un après-midi entre copines, un lieu culte et la Grande Mosquée de Paris au programme séance farniente dans l'un des plus beaux hammams de la capitale, dans la plus pure tradition, suivi d'un goûter thé à la menthe et cornes de gazelle, des paysans et paisibles au cœur du 5e. Artiste protéiforme, plasticien, directeur artistique, réalisateur et écrivain, le touche-à-tout Thomas Leluc publie un 5e roman loufoque et drôlatique, Les Tribulations d'Arthur Shaw, mettant en scène un jeune prodige de l'art contemporain accro au tarama en proie à une panne d'inspiration. Un livre comme on les aime, inqualifiable, surréaliste et génial. La maison Kenzo lance, en collaboration avec Disney, une collection en série limitée avec des imprimés inspirés du livre de la jungle. Si votre garde-robe manque d'exotisme, rassurez-vous. Afin de fêter la sortie du remake du livre de la jungle par Disney, le couturier Kenzo a créé une collection de prêt-à-porter qui lui rend hommage, tout simplement junglesque. Une entreprise textile qui exporte en Chine, ça existe. La maison Perrin est un des derniers représentants de la bonneterie française avec un produit d'exception, la chaussette. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un objet de votre quotidien tellement incontournable que vous n'avez sans doute jamais songé à sa fabrication, la chaussette. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus dans la dernière manufacture de chaussettes fabriquée 100% en France, la bonneterie Perrin en Bourgogne. Une entreprise familiale qui a fait son chemin depuis que l'arrière-grand-oncle de Martine a repris la manufacture en 1924. Moi, je suis arrivée en 1972 pour mes 18 ans et j'ai commencé de travailler avec mon papa et je suis toujours là. Voilà. Et c'est Martine que vous voyez entourée de son grand-oncle et de son père. Depuis, certaines techniques ont évolué. Ça, c'est un ordinateur qui est destiné à programmer les dessins qui vont être ensuite retransmis sur les métiers à tricoter directement. On programme ainsi la couleur de chaque maille afin d'obtenir le tricotage le plus ressemblant au dessin. Mais l'utilisation de machines anciennes est toujours de mise pour certaines tâches. Ici, le remaillage à la main qui rend la couture du bout de la chaussette invisible, puisque c'est un simple fil qui relie les mailles de chaque côté. Ce travail minutieux est reconnu par l'État. En 2012, nous avons eu le label Entreprise du patrimoine vivant. C'est un label d'État qui garantit l'excellence d'un savoir-faire français et surtout sa transmission. La transmission est une valeur importante dans un domaine pour lequel il n'y a pas de formation scolaire. Nous apprenons à des jeunes les métiers depuis un siècle. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui souvent étaient jeunes lorsqu'ils sont arrivés. Toujours est-il que pour faire toutes ces chaussettes, il ne faut pas moins de 80 machines à tricoter, des milliers de bobines de fil et 100 employés. Beaucoup d'étapes du processus de fabrication impliquent un travail à la main. Contrôle des mailles, fermeture du bout de la chaussette, contrôle des tailles, repassage, conditionnement, à chaque étape, des humains sont là. Il est donc nécessaire d'avoir une logistique bien rodée. Par exemple, la gestion des milliers de bobines. Celle que vous voyez derrière Martine n'assure la production que pour quelques jours. Nous avons une programmation des machines qui se fait toutes les semaines où nous
décidons à l'avance les modèles qui vont être mis en collection et qui vont être mis en production. Donc avec ce planning, nous alimentons la matière première dans ces rayons où vous trouverez tous les coloris utilisables pour la production de la semaine. C'est un stock tampon, ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres ailleurs. En même temps, on comprend pourquoi il en faut autant. Cette chaussette, il y a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 bobines là-dessus pour faire cette chaussette. La qualité des matières premières est primordiale pour avoir une belle chaussette. Nous sommes très pointilleux sur le choix de nos matières premières. Toutes nos matières premières sont d'origine contrôlée. C'est-à-dire que nous savons où elles ont été récoltées, comment elles ont été traitées, comment elles ont été teintes, avec la protection de la nature, pas de rejet de teinture à l'eau, etc. Et l'exigence ne se défile jamais. Nous avons établi un label de qualité très supérieur pour le tricotage de nos chaussettes. Elles sont faites de façon à ce qu'elles durent 10 fois plus longtemps qu'une chaussette traditionnelle. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes spécialistes aussi des chaussettes garanties sans élastique. Nous avons mis un procédé au point, il y a 60 ans, de chaussettes où on garantit qu'il n'y a aucun élastique dans la tige. Pourquoi? Parce que nous avons encore des machines ancestrales de tricotage totalement mécaniques qui permettent de tricoter des bords sans élastique. En définitive, c'est ça la qualité Made in France. De belles matières premières, sans impact sur l'environnement, et des savoir-faire ancestraux et méticuleux, avec des petites attentions en plus. Patrick Fray est le souffle créatif d'une entreprise familiale qui habille les plus belles maisons, les hôtels et les palaces depuis plus de 80 ans. Attention, cet homme est passionné et sa passion est communicative. Patrick Fray est le gardien passionné d'un véritable patrimoine, celui de la maison créée par son père en 1935. Une maison représentante d'un savoir-faire français car la maison Pierre Fray crée, édite et fabrique tissus d'ameublement et papier peint dans le respect des traditions. Une histoire de famille dont la passion semble se transmettre car à 30 ans, lorsque son père lui propose le poste de directeur artistique, rien ne laissait présager à Patrick qu'il y resterait. J'avais vécu aux États-Unis, j'adorais ce pays. J'avais un job de créatif là-bas qui me passionnait. Et je suis rentré, on va dire, pensant que je repartirais. Et puis, j'ai été pris par le jeu, j'ai été pris par la création que j'ai faite ici. Et ces responsabilités m'ont amusé. Et voilà, et le schmilblick a pu fonctionner. Et la magie a opéré. 40 ans après, les responsabilités ne l'empêchent pas de s'amuser. Et c'est peut-être ça son secret. J'ai une chance formidable, c'est que je suis en même temps mon propre créatif et mon propre patron. Si la collection ne marche pas, je ne peux pas dire styliste est nul, bon, et la maison ne marche pas. J'ai eu cette chance formidable depuis 40 ans de ne marcher qu'à la passion, de ne marcher alors avec un peu de raisonnable dedans, on va dire. Hein, mais si j'ai vraiment envie de faire des choses qui me plaisent, je ne me demande surtout pas si ça va marcher. Fonctionner à la passion et prendre du plaisir à créer, c'est ça qui nous séduit. Une marque à l'éclectisme affirmé qui n'a jamais perdu ses racines et son savoir-faire français de qualité. C'est d'ailleurs l'un des derniers dinosaures, comme il aime le dire, qui continue la fabrication dans ses ateliers du nord de la France. Et ça, Patrick y tient beaucoup. On tient beaucoup à ce que ce soit fabriqué en France, d'abord parce que comme on exporte beaucoup, le savoir-faire en France a beaucoup de valeur, beaucoup plus que les Français ne le pensent. Et puis deuxièmement, on s'autoprotège mieux en étant chez nous, dans le secret de nos ateliers, qu'en allant dans des usines qui travaillent pour tout le monde. Donc ça nous donne une force indéniable. Et bien sûr, je tiens à le garder autant qu'on pourra. Gardien d'un savoir-faire, voilà le beau rôle que joue Patrick Fray. Et c'est au sous-sol, dans les archives, qu'il nous montre ses trésors à lui. Ça, c'est un très, très beau livre, 17e. Les ateliers coupaient des petits bouts qu'elle gardait dans des grands livres. Vous avez des centaines de dessins, tous jolis, et souvent d'une modernité incroyable. C'est fou. Ici sont en partie stockés bouts de tissu, rideaux, papier peint et autres dessins dont peuvent s'inspirer Patrick et ses équipes. Ah, il y en a des
tissage, tissage, tissage. Elle n'est pas là aujourd'hui, c'est bête. Et quand l'archiviste n'est pas là, il a un peu du mal à s'y retrouver. Là, c'est tout ce qui est d'amas, tapisserie, petits points. Alors, mais c'est beau. Le pauvre, si elle était là, je me ferais engueuler. En fait, c'est terrible parce que tout ça était vide il y a quelque temps et tout ça se remplit. Et on le comprend. En tout, ce sont près de 30 000 archives, essentiellement françaises, que renferment ces tiroirs. Une partie de l'histoire de la marque, mais pas seulement. Dans quelques tiroirs, rangés pour l'éternité, et c'est pour ça que j'essaie toujours de les montrer, ces archives, pour pas qu'elles dorment dans des tiroirs. Il y a des siècles, il y a un savoir-faire français extraordinaire, et on essaie de garder, on va dire, le meilleur de ce savoir-faire, pour pouvoir le perpétuer aux générations à venir. Donc oui, c'est émouvant, mais ça nous sert aussi de base pour faire de nouvelles choses. Et on part souvent de choses anciennes pour pouvoir faire des choses contemporaines. Un respect du passé, les yeux tournés vers l'avenir. Curieux et ouvert, c'est à travers son regard que Patrick Fray nous offre des intérieurs plus beaux et colorés. Et ça fait du bien. Une fraîcheur qu'il a gardée et qui continue de le faire avancer. Tous les matins, quand on se lève, on se dit « Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Rencontrer de nouveaux artistes, faire travailler des tas de jeunes hommes et femmes qui ont envie de s'intéresser à la maison, ou au contraire, des artistes qui ne sont pas du tout textiles et qui voudraient y venir. Donc c'est une recherche permanente d'un certain art de vivre. Un art de vivre qui allie style et classe. Nous, on adore. Car Patrick Fray et les futures générations n'ont pas fini d'écrire l'histoire de la maison. Bonjour Patrick Fray. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Version Française. Tout d'abord, un de vos amis, Jean-Louis Dumas de la maison Hermès, a dit qu'il y a des entreprises et des maisons, et vous faites clairement partie des maisons. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase qui est très importante pour vous, je crois? Pour moi, c'est une chose fondamentale. Parce que ce sont deux philosophies, je ne dirais pas qu'elles s'opposent, mais dans une maison, vous avez la notion de transmission. Elle est très importante pour vous, cette notion. Elle est fondamentale dans une maison. Parce qu'une maison n'est pas faite pour être pour quelques années. Une maison avec un M majuscule, j'entends. Elle est faite pour durer, si possible, des décennies et pourquoi pas des siècles. Alors aujourd'hui, vous êtes une maison familiale, vos 3 enfants, vos 3 fils travaillent avec vous, vous avez cette chance. C'est un luxe aujourd'hui? C'est un luxe, c'est une chance, c'est une opportunité. Et oui, c'est le rêve d'un père, de pouvoir transmettre ce qu'on disait tout à l'heure. Alors justement, quel genre de père êtes-vous? Ça, il faudrait leur demander. Ça, je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. Mais disons que je pense qu'en tous les cas, il y a une question de valeur. Voilà. Et que chacun peut faire son travail, chacun peut être indépendant. Et surtout, ils ont autour de la quarantaine. Donc, il y a un moment où il faut savoir lâcher. Parce que sinon, vous perdez les gens qui travaillent avec vous. Mais en même temps, dans le respect de certaines valeurs qui sont pour moi fondamentales. Alors, vous avez une grande ouverture sur le monde, sur la création, et en même temps, vous avez cette chance d'avoir beaucoup d'archives dans lesquelles vous pouvez puiser quotidiennement à travers votre propre maison, mais à travers aussi les maisons que vous avez rachetées depuis plusieurs années. Je crois qu'il n'y a pas on dit toujours, il n'y a pas de création amnésique. Et je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire que même, c'est Stark que j'avais entendu un jour dire ça, que même pour faire des choses très, 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 très contemporaines, vous regardez les archives qui peuvent être égyptiennes, napoléoniennes, art déco, art nouveau, peu importe l'époque. Mais je pense que les archives sont très importantes pour des stylistes, pour des créatifs, toujours pour s'inspirer, et ça ne veut pas dire copier. Ça veut dire garder une certaine substantifique moelle de ce qui a été fait pour justement aller plus loin. Peut-être apurer, peut-être redessiner, repenser, puis arriver finalement à autre chose. Alors, comment ça se passe, la création d'une collection? Concrètement, vous avez, vous, des inspirations, une équipe autour de vous qui vous aide et certains artistes avec lesquels vous faites des collections capsules. Combien de temps ça prend, une collection, et combien faites-vous par an? C'est pas écrit dans le marbre. Une collection peut prendre 5 ans, elle peut prendre 2 ans, elle peut prendre 6 mois. Il y a 1 an et demi, je me suis retrouvé en Australie pour travailler et j'ai découvert le musée aborigène de Melbourne.
Et j'ai eu un choc pour l'art aborigène comme je n'avais pas eu en 40 ans de travail. Et je voulais que la collection sorte le lendemain. Et il a fallu, on va dire, 8 mois à 1 an. Parce que c'était une passion. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont particulièrement marqué avec des artistes pour des collections capsules? Plein de rencontres. Je crois que mon métier ne sont que des rencontres. Soit avec des dessins, soit avec des artistes. Si on travaille dans le passé, on travaille avec des documents et c'est magique. Si on travaille dans le présent, on peut rencontrer des gens comme un homme que j'ai rencontré qui s'appelle Toxic et qui est un homme qui fait du street art et qui est de la génération de Warhol et de Basquiat et qui n'aurait lui jamais imaginé pouvoir un jour faire un tissu d'ameublement ou un papier peint. Et moi, je n'aurais jamais imaginé pouvoir le rencontrer. Donc voilà, mais des rencontres comme ça, j'en ai eu beaucoup, oui. Si en quelques phrases, vous devriez définir le style de la Maison Pierre Fray, ça serait quoi? Pour moi, c'est l'éclectisme. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est de passer du 18e à une collection d'enfants et de l'art déco à des choses hyper contemporaines et ne jamais s'arrêter. C'est ça qui définit aussi un peu la French Touch, c'est ça? Cette largeur d'esprit? En tous les cas, toutes ces collections, mon rôle est de les franciser. Parce que nous sommes une maison française, parce que je crois que plus le monde est vaste, plus il faut rester dans nos racines chacun, et que nous avons vraiment une French Touch, c'est vrai, mais ouverte sur le monde. Merci beaucoup Patrick Fray. Merci à vous. Notre guide n'a peut-être pas l'accent, mais elle n'en connaît pas moins toutes les adresses séduisantes et secrètes de la ville. Aurélie Vanek nous entraîne dans les rues ensoleillées de Marseille. Marseille, en quelques chiffres, c'est plus de 850 000 habitants, ce qui fait d'elle la deuxième ville de France. Mais c'est aussi le premier port français et le premier port de la Méditerranée. Bon, Marseille, c'est aussi 111 quartiers. Alors aujourd'hui, pour s'y retrouver, nous avons pour notre visite guidée choisi non pas une Marseillaise, mais plutôt une Bordelaise. Rassurez-vous, elle connaît parfaitement la ville, puisqu'elle y habite depuis plus de 10 ans. Et oui, c'est bien elle, Aurélie Vanek, une comédienne qui a fait les beaux jours de la série Plus belle la vie. Je vais vous emmener d'abord dans un endroit haut en couleurs. Et puis, je vous emmènerai dans un lieu qui sent bon la Méditerranée. Et pour finir, je vous ferai découvrir un endroit tout à fait spectaculaire. Voilà, on y va ? C'est parti pour un Marseille ultra confidentiel. La première adresse est un petit coin de paradis pour toutes celles, et tous ceux bien sûr, adeptes de la coloration. Ça se voit pas, mais c'est là que je fais ma couleur. C'est le studio coloriste. Ici, perché au premier étage de cet immeuble discret, se cache le premier coup de cœur d'Aurélie, un appartement cosy situé dans le 6e arrondissement. Je viens au studio coloriste, surtout quand je travaille, voilà, pour faire les raccords, ce qu'on appelle les raccords, c'est-à-dire cacher les cheveux blancs, parce que oui, j'en ai, refaire un peu les mèches. Donc l'été, il fonce un peu parce que j'ai les cheveux qui éclaircissent beaucoup, et puis l'hiver, il va éclaircir parce que du coup, ça ternit un peu. Enfin voilà, il joue avec ça, avec naturel. Le naturel, voilà comment résumer en un seul mot le savoir-faire de ce salon. Et Julien, du coup, la technique de couleur, c'est quoi pour avoir ce côté naturel On travaille de manière assez fondue, surtout très fondue, et c'est ce qui donne des résultats principalement très naturels. C'est beaucoup le respect du cheveu aussi. C'est pour ça que même si tu fais des mèches depuis 10 ans, tu as toujours un cheveu qui est sain. C'est la raison pour laquelle le cheveu est toujours beau. C'est l'heure du déjeuner et vous ne savez pas où vous attabler? Alors voici le deuxième coup de cœur d'Aurélie, le Baron Perché, un resto situé dans le 7e arrondissement. On y mange délicieusement bien. Et derrière cette devanture assez discrète, vous allez voir, c'est un petit havre de paix. C'est en même temps au cœur de la ville et en même temps on a l'impression d'être dans un autre pays. On a l'impression d'être en Italie. C'est dépaysant et c'est l'impression vraiment de déconnecter, quoi. Quand on rentre dans cet endroit-là qui est un peu hors du monde, on a l'impression que c'est un moment pour soi où on peut manger tranquillement, entre copains, en famille. Mais c'est pas fini, il reste encore une pièce. Et alors là, c'est le paradis des brocanteurs, des chineurs, c'est un peu les puces. Pour moi, cette pièce, c'est un vrai cabinet de curiosité.
L'œil peut être attiré par plein de détails. C'est vintage. Et moi, ce que j'adore ici aussi, c'est leur dessert. C'est une tuerie. Et d'ailleurs, Thomas, ça, c'est un Joseph. C'est une des spécialités, on peut dire, du Baron Percher. Et c'est un de mes desserts préférés. C'est quoi? C'est du citron? Donc vous avez la paille à citron classique, que vous retrouvez dans une tarte au citron, une meringue italienne fondante, avec une autre croustillante, le tout nappé de caramel au beurre salé. Voilà, ça, en fait, c'est une tarte au citron meringuée revisitée, on peut dire ça. C'est bon. Restons dans le 7e arrondissement de Marseille. Voici le théâtre Sylvain. À l'abri des nuisances sonores et du Mistral, il accueille aussi bien des concerts de jazz que des festivals lyriques. J'avais envie de vous emmener dans ce dernier lieu parce que ça a été un de mes premiers coups de cœur à Marseille. C'est un endroit qui est connu des Marseillais, mais pas du tout des touristes. Voilà, ici, il y a du théâtre, il y a des concerts, il y a du cinéma en plein air. Et il a ce côté assez magique où quand la nuit tombe, tout d'un coup, on est sous les étoiles et il y a quelque chose qui opère. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans cet endroit. Voilà, vous avez découvert 3 de mes adresses coup de cœur à Marseille. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le découvrir que moi. Au revoir. Avant, pour inscrire un nom autour de son poignet, il y avait la gourmette, ringard. Aujourd'hui, il y a les bracelets poétiques de l'atelier Paulin. Un bel objet né d'une histoire d'amour maternel. Atelier Paulin, c'est un concept tout simple de bijoux personnalisés. Et pourtant, il fallait y penser. Prénoms, surnoms, clins d'œil et autres mots qui expriment ceux qu'on aime prennent la forme de bracelets ou de fibules. Un peu comme le tatouage, mais qu'on pourrait enlever et remettre à loisir. Atelier Paulin, c'est aussi l'histoire d'Anne-Sophie Baillet, une jeune maman devenue entrepreneuse qui, au départ, voulait juste un joli bracelet avec le prénom de sa fille. Atelier Paulin est né de façon assez improvisée, puisque c'est suite à la naissance de ma fille Colette que je cherchais en fait un bracelet avec son prénom. Et je ne trouvais rien d'intéressant sur le marché. Donc j'ai contacté un artisan et je lui ai demandé de me faire un bracelet à mon idée. Et c'est comme ça que le premier bracelet Atelier Paulin est né. Après ce premier bracelet, c'est un véritable engouement et le phénomène prend peu à peu de l'ampleur. Jusqu'à ce qu'Anne-Sophie crée sa marque en 2015. Ces bracelets sont même repérés par Vogue et le hasard fait bien les choses par le concept store Colette. Un succès instantané qui s'explique en partie par le choix de la personnalisation et les émotions liées à ces créations. Je pense que le succès d'Atelier Paulin tient beaucoup aux émotions en fait, que suscitent nos bijoux. Nos clients ont un vrai rapport affectif avec les bijoux qu'on leur propose. Ce sont des bijoux qu'ils conservent dans le temps. C'est pour ça aussi qu'on propose des matières nobles, parce que l'idée c'est vraiment de les garder, voire de les transmettre. J'aime l'idée de savoir que mes bijoux ont une vie et une histoire au travers des gens qui les portent. Outre un concept séduisant, le charme d'Atelier Paulin, c'est aussi un savoir-faire spécifique et made in France. Tous nos bracelets sont réalisés à la main et à la demande à Paris, au cœur du 2e arrondissement. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers aujourd'hui. Nous travaillons avec des artisans bijoutiers que nous formons puisque nous avons développé un savoir-faire particulier. Et cette particularité, c'est que tout est fait à la main et de mémoire. On n'utilise pas de moule, évidemment. On ne fait pas de dessin. En fait, on a un abécédaire que chaque artisan doit mémoriser et du coup, ce qui leur permet de créer vraiment les bijoux à la demande. Car oui, contrairement aux apparences, ces bijoux ne poussent pas sur les arbres, mais sont fabriqués ici à partir de différents matériaux. On a 4 matières actuellement. On a l'argent 925, le golfa avec 14 carats et le plaqué qui est ici. Donc c'est du cuivre plaqué à l'or fin. Et aussi on a une 4e matière qui est donc l'or 18 carats. Comme tout est fait à main levée, chaque artisan met un peu sa propre patte, mais respecte avant tout la charte graphique et des contraintes particulières de réalisation. Démonstration avec Chloé pour un Antonin en argent 925, taille S, 10-15 minutes top chrono. L'important en fait surtout c'est que notre bracelet est fait avec un seul fil. Donc il faut surtout bien centrer le fil pour que le bracelet soit uniforme. Donc on a plusieurs pinces différentes. On les utilise à peu près toutes. Pour chaque lettre, on est obligé d'en utiliser plusieurs. Il y a des lettres qui sont un peu plus délicates que d'autres.
C'est vrai qu'en fait, quand on a beaucoup de lettres qui montent et qui descendent, c'est vrai que le bracelet, c'est pas toujours facile. Nous, on trouve personnellement que les bracelets les plus jolis, c'est ceux qui n'ont pas trop de lettres. C'est pour ça qu'on accepte jusqu'à 10 lettres. C'est vrai qu'après, sinon, il n'y a plus de forme de bracelet. Et voilà, c'est fait. À partir de cette trame, Anne-Sophie et son associé aiment diversifier leurs activités, avec des collections comme avec les bijoux Ipanema ou la ganterie de luxe Cos. Pendant plusieurs semaines, Atelier Paulin s'installe au Bon Marché à Paris pour des réalisations de bracelets devant les clients. Une proximité qui compte pour Anne-Sophie. Pour sûr, elle a trouvé un bon filon. Nos poignets n'ont pas dit leur dernier mot. La version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!